Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. C'est ce qu'ont annoncé les États-Unis, mais aussi le Qatar, qui ont participé aux négociations. Des scènes de joie ont éclaté à Gaza, une vague d'espoir aussi du côté des familles d'otages israéliens, même si l'anxiété et l'inquiétude demeurent. Mais alors, que contient cet accord? Va-t-on vers une paix durable? Bref, à quoi ressemble la situation pour le moment? Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. D'abord, précisons, vous l'imaginez, on tourne cette vidéo des actualités du jour mercredi soir. La situation, elle pourrait évoluer dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures. Si c'est le cas, on vous tiendra au courant dans notre format des actus du jour demain ou alors sur Instagram en mettant à jour la description de notre publication qui annonçait ce cessez-le-feu. Je le disais donc, Donald Trump, Joe Biden et le Qatar ont annoncé un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Selon le Qatar, le cessez-le-feu entrera en vigueur le 19 janvier, donc ce dimanche. Il s'agit du premier cessez-le-feu entre Israël et le Hamas depuis novembre 2023. À l'époque, il y avait eu une trêve en fait d'environ une semaine qui avait permis l'arrêt temporaire des bombardements et des combats à Gaza, ainsi que la libération de 105 otages sur les 251 qui ont été pris lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Et donc je le disais, là il y a un accord qui a été annoncé. Selon le Qatar, il y aura plusieurs phases. Et la première phase, ça va être la libération de 33 otages israéliens. Le Qatar précise qu'il s'agira, je cite, de femmes civiles, d'enfants, de personnes âgées, de malades civils et de blessés. Et ce, je cite toujours le Premier ministre du Qatar, en échange de plusieurs prisonniers détenus dans les prisons israéliennes. Sachant que sur ce point, des sources proches des négociations, relayées par exemple par l'AFP, évoquent près d'1 millier de Palestiniens qui seraient aussi libérés de prisons israéliennes. Par ailleurs, selon le président américain Joe Biden, cette première phase inclut aussi, je cite, un retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, sachant que selon plusieurs sources, le détail de ce retrait est toujours actuellement en discussion. Ça, c'est donc une première phase qui est censée durer 42 jours selon le Qatar. La deuxième phase ensuite, toujours selon le Qatar, elle concernerait la libération des derniers otages retenus à Gaza, à savoir les soldats et les hommes en âge d'être mobilisés, mais aussi le retour des corps des otages morts, selon le média israélien Times of Israel. Mais à noter que sur cette question des phases, il y a certaines déclarations qui sont un petit peu différentes, en tout cas là vers 21h30 au moment où j'enregistre cette actualité. Alors globalement, toutes les sources évoquent effectivement cette première phase de la même façon, mais pour la phase numéro 2 par exemple, Joe Biden évoque, je cite, une fin permanente de la guerre, ainsi que la libération des derniers otages, tandis que de son côté, il évoque que pour la phase 3, je cite, tout corps d'otage tué sera retourné à sa famille et il y aura un plan de reconstruction de Gaza, fin de citation. Et évidemment, puisque c'est le principe d'un accord de cessez-le-feu, pendant toute cette période-là, y compris donc ces différentes phases et dès la première, cet accord indique qu'il doit y avoir un arrêt des bombardements et un arrêt des combats à Gaza. À noter qu'un responsable israélien avait prévenu ce mardi que l'armée israélienne ne quitterait pas la bande de Gaza tant que tous les otages ne seraient pas rentrés, je cite, les vivants et les morts, sachant que certaines sources évoquent 94 otages toujours retenus à Gaza, dont 33 sont déclarés morts. Un élément que l'on peut noter, c'est que selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le Hamas aurait accepté à la dernière minute de modifier l'organisation des forces israéliennes le long du corridor de Philadelphie. Le corridor de Philadelphie, c'est une zone tampon dans la bande de Gaza, près de la frontière avec l'Égypte. Il faut savoir que le contrôle de cette zone par l'armée israélienne était l'un des principaux points de désaccord lors des négociations avec le Hamas. Là, visiblement, donc, il y a eu un changement. On verra ce que ça veut dire dans les prochaines heures. Autre élément que l'on peut noter dans le cadre de cet accord, selon des médias d'État égyptiens qui citent des sources de sécurité égyptiennes, il y a des discussions actuellement en cours pour ouvrir le point de Rafah, qui est donc le passage situé entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'objectif, c'est d'ouvrir ce point de passage à l'aide humanitaire pour faire entrer un maximum d'aide humanitaire vers la bande de Gaza dans les prochains jours. Ça, c'est donc ce que l'on sait pour l'instant sur les détails de cet accord, sachant que ce qu'il faut tout de même noter, c'est très important à noter, Israël a déclaré plus tôt dans la soirée qu'il y a des détails qui restaient à régler sur cet accord et qu'ils espéraient conclure sur ces détails cette nuit, donc peut-être qu'on aura des informations là aussi dans les prochaines heures. Par ailleurs, le gouvernement israélien devrait a priori encore l'approuver par un vote, d'où le fait que ce cessez-le-feu est prévu pour débuter pas dès demain, mais à partir du 19 janvier. En tout cas, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont annoncé
annoncé qu'il surveillerait l'application de cet accord via un mécanisme de suivi qui serait établi en Égypte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des scènes de liesse ont éclaté à Gaza avec au moins plusieurs centaines de personnes qui ont été aperçues par des journalistes sur place en train de célébrer ce potentiel accord de cessez-le-feu qui semble se conclure. Du côté des familles d'otages, on évoque dans un communiqué, je cite, une étape significative qui rapproche du retour de tous les otages, les vivants en vue de leur réinsertion et les défunts vers un enterrement approprié. Ils ajoutent cependant, je cite, nous sommes profondément anxieux et inquiets quant à la possibilité que l'accord ne soit pas pleinement mis en œuvre, laissant des otages derrière nous. Fin de citation. Vous l'imaginez, côté palestinien comme côté israélien, il y a donc cet espoir, mais aussi cette crainte que cet accord ne tienne pas dans la durée. 1210 personnes ont été tuées dans les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Par ailleurs, selon un dernier bilan du Hamas qui est au pouvoir à Gaza, plus de 46 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Voilà donc ce que l'on sait pour le moment. Désolé au passage, jamais ce sujet a été un petit peu plus brouillon que d'habitude. J'ai essayé avec l'équipe tout de même de vous donner un maximum d'informations avec ce que l'on sait pour le moment, sachant qu'on suivra évidemment l'évolution de la situation. Je mettrai à jour, y compris sur Instagram, en description du post d'annonce de tout ça, l'évolution de la situation. Et on fera bien entendu un nouveau point demain dans ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou qui a été déposée par les députés insoumis, écologistes et communistes sera débattue ce jeudi à partir de 15h. C'est ce qu'a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ce mercredi sur RTL. Alors cette motion de censure, elle a été déposée après la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre François Bayrou ce mardi. Pour qu'elle soit adoptée et qu'elle entraîne la chute du gouvernement, elle doit recueillir la majorité absolue des votes des députés, soit au moins 288 voix. À gauche, on sait donc que les insoumis, les écologistes et les communistes vont voter pour, mais du côté du Parti socialiste, la question n'est pas encore totalement tranchée. Le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, a indiqué sur TF1 qu'il voterait cette motion de censure s'il n'obtient pas, je cite, une réponse claire sur les retraites. Le PS souhaite que la question des retraites soit soumise au Parlement. Alors face à ça, le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a prévenu, je cite, que tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du nouveau Front populaire, l'alliance des partis de gauche. En tout cas, même si l'ensemble du NFP venait à voter la motion de censure, leurs voix ne suffisent pas. Les regards se tourneront donc vers le Rassemblement national qui, pour le moment, ne souhaite pas voter de motion de censure. On suivra ça. Deuxième actu, en Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol a été arrêté à son domicile ce mercredi, donc un peu plus d'un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays le 3 décembre dernier. C'est la première fois qu'un président sud-coréen en exercice est arrêté. La veille, il ne s'était pas présenté à la première audience de son procès en destitution. Alors on en avait déjà parlé, une première tentative d'arrestation au début du mois avait échoué, alors que les enquêteurs avaient été bloqués pendant plusieurs heures par les services de la sécurité présidentielle. Cette fois-ci, les enquêteurs étaient notamment accompagnés de plus d'1 millier de policiers pour arrêter Yoon Suk-yeol dans sa résidence à Séoul, la capitale du pays. De son côté, le président déchu a déclaré ne pas reconnaître la légalité de la procédure, mais avoir accepté de s'y soumettre, je cite, pour éviter toute effusion de sang malheureuse. Il peut être maintenu en garde à vue pendant 48 heures et les enquêteurs devront demander un nouveau mandat pour éventuellement prolonger sa détention. La Cour constitutionnelle a jusqu'à la mi-juin pour démettre définitivement Yoon Suk-yeol ou le rétablir officiellement dans ses fonctions. Troisième actu, plus de 380 millions de chrétiens, toutes confessions confondues, sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi en 2025, selon un nouveau rapport de l'ONG évangélique Porte Ouverte, publié ce mercredi. Ça correspond à 1 chrétien sur 7 dans le monde. Il s'agit d'un chiffre en hausse, puisque le rapport de 2024 parlait de 365 millions de chrétiens persécutés. Selon le rapport, les régions les plus touchées par ce phénomène sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie, avec la Corée du Nord qui est le pays le plus persécuteur. Selon l'ONG, 400 000 chrétiens y vivent dans la clandestinité, puisqu'il n'existe aucune liberté de religion dans le pays. À noter que c'est au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, que les chrétiens se font le plus tuer, avec 3100 meurtres recensés, contre 4476 au total dans le monde, entre octobre 2023 et septembre 2024. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien de l'étude en description. Quatrième actu, en France, le nombre de consommateurs de cocaïne a doublé entre 2022 et 2023. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui l'indique dans une nouvelle étude publiée ce mercredi. Au total, 1,1 million de personnes
déclarent avoir consommé au moins une fois de la cocaïne en 2023. Cette hausse, elle s'explique notamment par le fait que la production mondiale n'a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie et au Pérou, qui sont les 3 principaux pays producteurs. L'offre sur le marché mondial est donc très importante. L'OFDT pointe aussi la banalisation de l'image de la cocaïne et une évolution des usages avec des travailleurs qui l'utilisent pour tenir au travail. À noter que la France est aujourd'hui le 7e pays où l'on consomme le plus de cocaïne en Europe. 5e actu, il sera possible d'utiliser les tickets restaurants pour faire ses courses alimentaires au supermarché jusqu'à la fin de l'année 2026. En fait, depuis le Covid, une dérogation avait été mise en place pour pouvoir utiliser sa carte ticket restaurant pour acheter tout type d'aliments au supermarché. Cette dérogation, elle devait se terminer fin 2024, mais l'Assemblée nationale avait voté pour prolonger cette règle jusqu'en 2026. Le truc, c'est qu'avec la démission du gouvernement de Michel Barnier, le budget n'avait pas pu être voté en fin d'année et donc le prolongement de la mesure avec. Résultat, depuis le 1er janvier, seuls les aliments directement consommables, comme les sandwichs ou des salades, pouvaient être payés avec une carte ticket restaurant dans un supermarché. Mais finalement, après un nouveau vote du Sénat ce mardi, le prolongement de cette mesure pour 2 ans a été définitivement adopté. Et on finit avec cette actu, la plateforme Parcoursup s'est ouverte ce mercredi. Concrètement, si vous êtes en terminale ou que vous êtes un étudiant en réorientation, vous avez jusqu'au 13 mars 2025 pour créer votre dossier et formuler 10 vœux maximum. Après cette date, vous ne pourrez plus formuler de nouveaux vœux, mais vous pourrez toujours continuer à remplir votre dossier jusqu'au 2 avril. Ensuite, à partir du 2 juin et jusqu'au 10 juillet, vous recevrez les réponses des différentes formations que vous aurez demandées. À noter que depuis cette année, chaque formation dispose d'une carte d'identité où l'on trouve des infos comme le statut de l'établissement, le caractère sélectif ou non de la formation, ou encore le nombre de places disponibles. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Comme je vous le disais donc, on vous tient au courant dans les prochaines heures sur l'évolution de la situation. Rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain.